À l'échelle mondiale, la demande d'électricité augmente plus rapidement et plus nettement que nous ne l'avons vu depuis des années. Non pas parce que la population croît fortement, mais parce que notre économie moderne consomme toujours plus d'électricité. Parallèlement, l'offre se heurte à un goulot d'étranglement inattendu, le réseau électrique lui-même. Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie, pour les entreprises et enfin pour les investisseurs? J'en parle aujourd'hui avec Henk Takwash, CRM chez KBC Asset Management. Vous préférez écouter cette discussion plutôt que la regarder? Abonnez-vous alors à notre chaîne Spotify ou iTunes Financial DJ. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Zoom Invest. Bonjour Henk, bienvenue. Bonjour Marc. Henk, la demande d'électricité a toujours été un peu à la hausse, mais souvent compensée par une efficacité d'électricité plus profonde. Maintenant, ce dernier temps, on voit que cette demande est quand même fortement augmenté et surtout ces derniers mois. D'où vient cette augmentation? Alors cette augmentation d'électricité n'est plus entièrement, due à la croissance économique ou l'amélioration donc de la qualité de vie. On voit que l'accélération de cette demande d'électricité est principalement la conséquence de trois moteurs. Donc d'un côté l'intelligence artificielle et le développement donc d'infrastructures numériques, centres de données qui sont relativement gourmands en énergie. Deuxièmement, nous avons donc l'adoption de plus en plus généralisée de voitures, de transport électrique en règle générale, qui provoque aussi quelques pics de tension sur le réseau. Et troisièmement, donc l'habitat moderne. Nos habitats modernes sont de mieux en mieux équipés technologiquement et donc de plus en plus gourmands aussi en électricité. C'est donc la combinaison de ces différents éléments qui rend la demande plus haut, mais surtout structurellement plus haut. D'où vient alors le goulot d'étranglement, si je peux dire? La production d'électricité n'est pas réellement un problème en soi. Donc, ces dernières années, on a vu que des sommes considérables ont été investies, plus de 3 300 milliards rien qu'en 2025. Le problème, comme tu l'as dit, se pose principalement au niveau du réseau électrique qui a un manque de capacité pour pouvoir acheminer l'électricité et la distribuer en fait. Ok Henk, nous avons donc assez de production, mais nous ne parvenons pas à distribuer l'électricité au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est le problème? Tout à fait. Ce qui entraîne aussi de longs délais de raccordement, principalement là où apparaissent des clusters de centres de données, des risques de sur- ou capacité. C'est d'autant plus vrai donc lors de l'utilisation d'énergie renouvelable et aussi une certaine donc, vulnérabilité aux phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes. En effet, l'éolien ou le solaire ne sont pas toujours, à disposition. C'est donc ce réseau qui constitue vraiment le maillon faible d'un système qui repose de plus en plus sur l'électricité. Oui. Arrêtons un instant sur les centres de données parce que, à mon avis, ils se trouvent dans le centre de la discussion, non? Oui, alors c'est vrai que les centres de données poussent un peu comme des champignons ces dernières années. Ils constituent en effet le moteur ou l'accélérateur de cette demande d'électricité. Et on s'attend même à ce que leur demande en volume d'électricité puisse doubler d'ici 2030. Mais même si c'était le cas, ça ne dépasserait pas plus de 10% de la production totale. Le problème qu'on rencontre avec les centres de données, ce n'est pas tellement au niveau du volume, pas tellement trouver un terrain ou trouver un financement, mais surtout la capacité donc, du réseau. Ces centres de données sont souvent situés dans des zones où l'électricité n'est pas chère, forte dépendante du renouvelable.
mais avec les inconvénients qui vont avec, à savoir que régionalement, ça entraîne une pression sur les prix à la hausse de l'électricité, ça entraîne un phénomène de rareté, ça met aussi une certaine pression, évidemment, sur le réseau local. Et comme je l'ai évoqué précédemment, c'est ces longs délais de raccordement pour pouvoir relier tous ces centres de données entre eux. Oui, mais tu disais tout à l'heure, et j'ai même lu que les centres de données sont responsables pour plus ou moins 10% de la demande totale. Donc sont-ils vraiment au centre de cette pénurie? Je ne crois pas alors. Non. Non, le plus gros consommateur d'électricité est principalement le secteur industriel. Ouais. Donc ça reste le secteur le plus gourmand et la reprise industrielle dans laquelle on se trouve maintenant, je vais dire, est plus responsable de cette demande de quantité d'électricité que l'essor des centres de données. Ouais. Tu as également évoqué l'électrification du transport. Où est-ce que tu expliquais un peu ce phénomène-là? Phénomène relativement simple, c'est qu'on voit que de plus en plus de personnes se déplacent, je vais dire, en véhicule électrique, même si c'est une tendance qui a eu relativement ralenti. Donc en 2025, on estime quand même que d'ici 2035, 40% du parc automobile sera électrique. On a un problème quelque part de disponibilité parce que généralement, les véhicules électriques, quand est-ce qu'on les recharge? C'est généralement le soir, quand on rentre du travail. Mais le solaire n'est pas toujours disponible à ce moment-là, et ce qui crée en effet des pics de charge sur le réseau. Et pour compléter alors la liste, qu'en est-il alors des bâtiments modernes qu'on voit? Comment sont-ils représentés dans la demande? L'habitat moderne consomme aussi de plus en plus d'électricité. On peut penser aux nos systèmes de chauffage, aux systèmes de ventilation. On pense aussi donc aux pompes à chaleur. On peut aussi penser à la domotique. On sait de plus en plus, je vais dire, commander notre habitat depuis un téléphone. Donc il y a une certaine digitalisation de l'habitat. Et qui dit digitalisation dit consommation évidemment en électricité. Oui. Alors Inta, quels sont les efforts nécessaires pour rendre le réseau prêt pour l'avenir? Je suppose que aussi bien les pouvoirs publics et les entreprises vont devoir augmenter leurs efforts, non? Ces dernières années, aussi bien les entreprises que les pouvoirs publics ont considérablement investi donc, dans les infrastructures de production d'électricité, mais moins dans le réseau existant. Donc le constat qu'on peut en tirer, c'est que vu le cycle dans lequel on se trouve, une extension du réseau est inévitable, mais aussi une optimalisation et une modernisation donc, du réseau existant. Alors, commençons peut-être par l'extension des réseaux existants. J'ai lu quelque part qu'aux États-Unis, des milliers de kilomètres de lignes à haute tension doivent être construits, n'est-ce pas? En effet, les États-Unis vont devoir investir largement dans l'extension de leur réseau existant. En Europe, nous allons aussi devoir investir dans l'extension de notre réseau, dans le renforcement du réseau et la modernisation du réseau existant, et peut-être mieux coordonner les initiatives transfrontalières. Okay. Et qu'en est-il alors de l'optimisation du réseau existant? L'extension des infrastructures existantes est une chose, mais il va falloir aussi urgemment procéder à la modernisation des infrastructures actuelles. On a toute une série de facteurs qui font que le réseau est de plus en plus vulnérable. On pense je vais dire, à des conditions météorologiques un peu plus extrêmes, la concentration des clusters de centres de données, les pics de recherche sur le réseau, tout ça rend le réseau fort vulnérable. Le solaire et l'éolien ne sont pas toujours disponibles. Le réseau doit donc devenir plus flexible. Et afin de rendre ce réseau plus flexible, il faut pouvoir investir de manière significative dans tout ce qui est stockage d'énergie, distribution intelligente d'énergie et digitalisation. OK. Maintenant, une autre question, la géopolitique joue-t-elle un rôle dans ce contexte? Parce que l'indépendance stratégique est quand même assez importante, notamment pour l'Europe, par exemple. Tout à fait. Je pense que pour l'Europe, ça a été l'invasion de l'Ukraine qui a été
peut-être qu'un fait office de première alerte. Actuellement, on voit aussi qu'avec l'imprévisibilité des États-Unis et les tensions en Iran, c'est un sentiment qui a tendance à se renforcer. Avant la guerre en Ukraine, on était dépendant au gaz russe. Maintenant, on est dépendant au gaz naturel liquéfié des USA. Je pense qu'on a de plus en plus pris conscience que l'électricité n'est peut-être pas une denrée uniquement, mais vraiment un élément nécessaire et un des piliers de la société moderne. C'est aussi la raison pour laquelle les pays qui disposent de moins de ressources fossiles font une transmission plus rapide vers de l'énergie renouvelable, je suppose. Tout à fait. Avec une nuance importante, c'est que la pression géopolitique a été remplacée par une pression sur la flexibilité. Comme j'ai dit précédemment, l'éolien et le solaire ne sont pas toujours à disposition. Oui. Alors, l'électricité devient aussi un bien stratégique, celui qui contrôle aussi bien la distribution que la production, détient une part de la stabilité aussi bien économique mais également politique. Pourquoi maintenant KBC choisit-elle à l'heure actuelle pour ce thème précisément ? C'est un peu la conjugaison de plusieurs facteurs qui viennent encourager une tendance qui était existante. Il y a l'urgence de l'autosuffisance, c'est une première chose. Le développement du cycle IA, donc notamment les centres de données. Et troisièmement, on est dans un contexte où on a quand même des conditions macro qui sont favorables. Ces trois conditions réunies font qu'on a peut-être un vent structurellement porteur pour ce thème pour les 10 à 15 prochaines années. Oui. Et qu'est-ce que cela veut concrètement dire pour, par exemple, les investisseurs ? On peut se positionner sur plusieurs angles d'attaque. On peut peut-être, dans un premier temps, jouer la carte des infrastructures de réseau. On pense notamment à Elia, qui a investi plusieurs milliards ces dernières années dans ces lignes à haute tension. On peut aussi jouer la carte des fabricants de composants critiques ou essentiels. On pense à des sociétés telles que Prysmian, qui sont une ex-filiale en fait de Pirelli, qui fabrique des câbles en cuivre pour les parcs éoliens. Alors, il existe aussi des opportunités dans les entreprises qui fournissent, par exemple, la flexibilité et le stockage d'énergie, non ? Tout à fait. On peut penser à des sociétés telles que KTL, qui est le numéro 1, donc dans le stockage d'énergie, ou encore des sociétés telles que LD Energy Solutions, numéro 1, donc, un des leaders mondiaux en tout cas des batteries au lithium. Oui. Ce sont donc des entreprises qui bénéficient des investissements structurels et non d'un mode temporaire. Ils méritent leur place dans une stratégie d'investissement bien diversifiée. Mais on doit savoir comme investisseur que chaque investissement a ses risques. Et même dans les sociétés, ce n'est pas toujours un bénéfice qui est garanti. Le secteur peut être soumis à des changements de réglementation ou à un changement, par exemple, de la technologie. Donc, chaque investissement doit être bien analysé parce que, comme on sait que les investissements ne sont jamais des rendements garantis, n'est-ce pas? Tout à fait. OK. Mengta, merci beaucoup pour tes bonnes explications et à la prochaine. À bientôt, Marc. Merci. Alors, je conclurai avec 3 messages clés. La demande d'électricité augmente structurellement, portée par l'intelligence artificielle, par l'industrie, par l'électrification du transport et par nos infrastructures modernes. 2. Le problème ne réside pas dans la production, mais plutôt dans le raccordement et la distribution. C'est là où se trouve le vrai goulot d'étranglement. Et finalement, les entreprises qui étendent, renforcent ou rendent les réseaux plus flexibles seront les vrais gagnants de cet nouvel âge d'électricité. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Zoom Invest.